Bonjour Annick Cogent. Bonjour. Journaliste, grand porteur au Monde, et vous publiez ce livre, une nouvelle série d'entretiens regroupés autour du titre « Nous ne serions pas arrivés là si », trois points de suspension. Elle s'appelle, entre autres, Gisèle Halimi, Barbara Hendricks, Isabelle Carré, Emma Thompson, Marjane Satrapi, impossible de citer tous les noms, des femmes dont la voix porte et qui se racontent. Annick Cogent, pour commencer, et puisque nous sommes servis par l'actualité, je vais vous montrer une image qui va arriver dans quelques secondes. Est-ce que cette personne que nous allons voir à l'image pourrait figurer dans votre livre? Elle va arriver, elle va arriver, elle va arriver. J'ai confiance. Allez, Elisabeth Borne, c'est d'elle que nous parlons en attendant que l'image arrive. Bien sûr qu'elle pourrait être dans mon livre. Il se trouve qu'on a une règle actuellement au Monde, puisque ce sont des interviews que j'ai fait à l'origine pour Le Monde, de ne pas prendre les personnes du gouvernement. C'est tout nouveau, mais je vous assure qu'il y en a plusieurs qui m'intéressent bougrement, et Elisabeth Borne serait l'une des premières. Parce que je trouve qu'elle a une personnalité sur laquelle j'ai envie de savoir énormément de choses, de son enfance, certainement compliquée, de ce père parti très jeune, ce père d'origine juive. Je pense que cette course d'obstacles qui ont été pour elle les grandes écoles de la République et les plus difficiles, il y a dû avoir un moteur, il y a dû avoir une ambition terrible. Mais terrible de quoi? De pouvoir, de réparer quelque chose, de satisfaire un papa qui n'était plus là, de donner aussi, de rendre le sourire à sa mère. Je ne sais pas, il y a beaucoup d'éléments personnels. Qui auraient pu figurer effectivement dans le livre. On rappelle qu'au tout début, elle a dédié son arrivée à Matignon à toutes les petites filles. 33 voix donc de femmes, impossible, je l'ai dit, de citer tous les noms. Quels ont été les principaux critères de choix, Annick Cogent? Écoutez, c'était parfois l'actualité, parce que ça rend les gens plus disponibles lorsqu'ils sortent un roman, lorsqu'il y a un concert, un disque, une pièce de théâtre ou quelque chose qui me plaît particulièrement dans leur actualité personnelle. Et puis souvent, mon attrait pour les rencontrer. J'avais envie de rencontrer Gloria Steinem, qui est sans doute la féministe la plus iconique de toute l'Amérique du Nord, et donc du monde, je dirais, d'une certaine façon, parce qu'elle a porté très haut des combats. Gisèle Halimi, c'est vrai que là, pour le coup, elle n'avait pas une actualité, mais elle n'avait pas parlé depuis 10 ans, et j'avais tellement envie de savoir l'itinéraire de cette femme qui a tellement de faits pour les femmes françaises, pour l'avortement, pour l'Algérie, également contre la torture, et puis sur les lois sur le viol, etc., sur la parité. C'est vraiment là aussi un des plus grands symboles, je pense, pour les femmes du XXe siècle et les générations futures. Et puis il y en a tellement d'autres, je dirais, Marjane Satrapi, qui a tellement créé sa patte particulière et qui arrivait d'Iran. J'aime bien qu'elles arrivent aussi d'autre part. Alors, ce que j'ai relevé, pardonnez-moi Annick Cogent, c'est que dans l'ensemble, ce sont des stars dans leur domaine, des célébrités, des choses. Mais pas de citoyennes ordinaires, si l'on peut dire. On pense évidemment à toutes ces femmes peut-être qui sont inspirantes, mais qui n'ont peut-être pas la faveur des projecteurs. C'était un choix aussi, ou vous avez... Oui, bien sûr. J'aime bien de temps en temps qu'il y ait d'autres personnes dont on ne situe pas immédiatement le là, puisque ma question c'est toujours je ne serais pas arrivée là. Si. Donc j'essaie de faire en sorte que la plupart du temps on les situe, mais quelquefois Jaila Amadou Ajal, prégoncourt des lycéens, et cette africaine qui vraiment s'est imposée dans le monde de la littérature et de plus en plus populaire, est un vrai symbole, je pense, pour les petites filles qui savent qu'effectivement qu'écrire peut vous amener très très loin, et qui parlent des mariages forcés, qui parlent des difficultés des femmes, de la polygamie, etc. Je pense que c'est très important qu'on entende ça également. Je pense que il y en a d'autres peut-être aussi moins connus dans le monde de la chanson. Alors, puisque vous parlez du monde de la chanson, vous m'avez tendu la perche, je la prends. Les entretiens commencent tous par « je ne serais pas arrivé là si ». Les réponses sont plus ou moins longues. Et puis, comme ça, au détour d'un échange, on tombe sur Anne Sylvestre qui dit « je ne serais pas arrivé là si ».
si je n'avais pas eu ce nez. C'est la seule phrase que... Alors je réponds, qu'est-ce qu'il a votre nez? Je n'ai pas remarqué. Elle me dit, il n'était pas dans la norme. Quand j'ai commencé toute jeune fille, on me disait, il faut le changer, ce nez, ça n'est pas possible. On peut pas faire une carrière. Vous écrirez peut-être, mais en tout cas, vous ne serez jamais devant les écrans ni sur une scène. Rien que ça l'a aiguillonné. Ça lui a envie d'aller plus loin. Vous n'aimez pas mon nez, vous le verrez. Et à partir de là, je crois, à la fois ce nez révélait son caractère, ce nez a été comme un déclencheur aussi pour vous ne m'aimez pas, vous arriverez un jour à m'aimer parce que je m'imposerai. Ce nez était aussi celui de son père avec lequel elle avait une histoire compliquée, ce père qui avait été collaborateur pendant la guerre, mis en prison juste après la guerre, retrouvé en Allemagne, mis en prison, auprès duquel elle est allée rendre visite pendant 10 ans, petite fille, sous l'opprobre évidemment général, les moqueries de ses camarades, etc. Ce père qui avait disparu quand elle avait entre 5 et 10 ans, qu'elle avait eu le temps d'aimer et qu'elle n'a pas renié, même si ça a été une croix pendant le reste de sa carrière. Donc voilà, ça dit beaucoup de choses, Anné, et beaucoup de détails peuvent révéler une vie. Vous avez fait, Annick Augean des femmes, votre sujet de prédilection. Parce qu'il y a beaucoup de textes de vous, soit des articles, des livres, notamment consacrés à Simone Veil. Qu'est-ce que cette spécialisation autour des femmes vous a appris dans votre métier de journaliste ? Écoutez, c'était pas une spécialisation du tout au départ. Simplement, en voyageant dans de nombreux pays, je me suis rendu compte à quel point encore, même pour ma génération, c'était juste une malédiction de naître femme. Dans la plupart des pays du monde, en voyageant au Pakistan, en Afghanistan, dans les pays du Maghreb, dans beaucoup d'autres pays, je me rendais compte, je pouvais le ressentir moi-même dans mon pays, mais quand même, à quel point... Évidemment, ça voulait dire inégalité, ça voulait dire différence de traitement, ça voulait dire moins d'éducation, moins de nourriture, ça voulait dire être mariée sans son consentement, ça voulait dire probablement être battue, peut-être circoncise, etc., etc. Donc ça donne envie de les faire parler, ça donne envie de braquer les coups de projecteur sur eux, sur elles, je devrais dire, et que lorsque je pars en reportage, quel que soit le sujet de mon reportage, parce que non, ça n'est pas une spécialité, mais quand je vais enquêter dans différents pays, systématiquement, je tourne ma caméra, moi qui suis de la presse écrite, mais je tourne ma caméra vers les femmes en disant, et elles, comment elles vivent. Je vais vous montrer une image qui va arriver. Elle va arriver. On a été la chercher assez loin. Je vous propose qu'on la regarde. On se retrouve dans quelques secondes. Annick Augean. Quand vous portez ça, vous ne pouvez même pas respirer. Même s'il menace de me pendre, je ne porterai pas la burqa. La burqa n'est pas notre hijab, ce n'est pas notre identité. Ce que je porte, pour moi, c'est le hijab. Ils m'ont arrêté plusieurs fois à cause de ma tenue en me disant « ne sortez pas comme ça ». C'est arrivé tellement de fois. Mais je n'accepte pas de couvrir mon visage ou de montrer que mes yeux, parce que je ne pense pas qu'Allah soit aussi cruel. Image tournée, vous l'avez reconnu, en Afghanistan, signée de notre correspondante Sonia Ghezali. Comment est-ce que ces Afghanes peuvent s'en sortir? C'est épouvantable. Ça peut se sortir peut-être avec la solidarité internationale, parce que c'est pas les talibans qui vont changer d'avis, évidemment, ni qui sont plus ou moins progressistes, comme on a eu l'air de le penser à un moment donné. Quelle propagande épouvantable. Ils ont fait d'ailleurs en disant qu'ils avaient changé, ils ont fait quelques signes à l'égard de l'Occident. La seule façon, c'est qu'effectivement, nous soyons intraitables sur ce sujet, que ce soit une condition sine qua non pour leur donner des aides et pour les considérer comme des interlocuteurs. La libération des femmes, le respect à l'égard des femmes, c'est un pays épouvantable. Comment y parvenir, justement, quand on a vu les conditions dans lesquelles les Américains sont partis d'Afghanistan? Si on pense que ces femmes ont été abandonnées, est-ce qu'on est dans le vrai? Oui, vraiment. Et quand je vois parfois des délégations occidentales qui sont bien obligées d'aller parler à les talibans, parce qu'il faut évidemment parler avec les ennemis ou avec nos adversaires, et comment ne pas les considérer comme ça, on doit systématiquement avoir dans les délégations des femmes, évidemment, pour leur montrer que oui, nous sommes des interlocutrices et que la société, les changements de société ne peuvent pas se faire sans les femmes. Ils sont fous de se priver de leurs talents. Ils sont fous de ne pas leur octroyer les droits et de ne pas reconnaître l'égalité. C'est
épouvantable, je pense que c'est proprement invivable. C'est la moitié de la population. Quand on essaie d'imaginer, j'entends parfois des gens dire « ça va pas si mal en Afghanistan ». Mais si, bien sûr, c'est totalement chaotique. C'est la misère, c'est le risque de la faim, c'est la pauvreté absolue, c'est le manque d'hôpital, etc. Et c'est une personne sur deux qui est méprisée, mise sur le côté, abandonnée, considérée comme un animal. Annick Cogent, 33 voix de femmes, 33 portraits de femmes que vous êtes allés rencontrer dans leur intimité. Alors, il y a eu une première série d'entretiens du même type qui a été portée sur scène. Au théâtre. Justement, au théâtre. Qu'est-ce que vous en retenez? Quel en est le bilan? Écoutez, c'était une sorte de cadeau parce que c'était pas fait pour ça, mais que deux comédiennes, Judith Henry, Julie Gaillet, se sont dit que ça pouvait faire un joli spectacle et qu'effectivement ces dialogues de femmes que j'essaie toujours de rendre intemporels, effectivement, je n'ai pas envie de savoir qu'est-ce qu'elles pensent de l'actualité forcément. Ce qui m'intéresse, c'est comment on est élevé quand on est une petite fille, à qui on doit ce regard, qu'est-ce qui fait qu'on se tient debout, comment est-ce qu'on affronte le deuil, les difficultés, les inégalités, comment on arrive à porter sa voix ou se réaliser lorsqu'on a par exemple la veine artistique ou une envie de politique. Toutes ces questions sur qu'est-ce que c'est que le devenir d'une femme et comment on s'impose dans un monde dont les règles ont été faites par et pour les hommes. C'est ça que j'ai envie de savoir. Eh bien, écoutez, d'entendre ces voix sur scène, que ce soit Gisèle Halimi, que ce soit Amélie Nothomb, Christiane Taubira ou bien Nina Bouraoui, chacune, elles apportent une sensibilité, une force, une intelligence. Merci beaucoup. C'est agréable de les entendre sur scène. Merci beaucoup. Annick Cogent d'être venue jusqu'à nous. C'était l'invité de Paris Direct. Surtout, ne bougez pas. L'information internationale continue sur nos chaînes.